Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On est mercredi, donc on va faire un petit point sur les UT de flux. Il y a pas mal de choses à se dire, c'est assez bruyant toujours, mais on va essayer de le montrer par des graphiques. Plutôt que de sombrer dans le blabla spéculatif. Donc allons-y gaiement, toujours l'incertitude technique qu'on avait à ce niveau-là, qui pour ma part a été résolu la semaine dernière. Le message avait été attention, hein, si on fait juste des mèches au-dessus de ce truc-là, ce ne sera pas vraiment très très bon signe. Ça ne sera pas suffisant, comme je l'avais dit pour ma part, pour considérer une mise à break-even des trades qui avaient été pris ici en point de départ potentiel du deuxième flux. Bon, pour moi, ces clôtures ici, elles sont suffisantes pour considérer, ok, voilà, j'ai pas eu nécessairement de signaux vendeurs, juste des tentatives d'accélération, ça rejette un peu, mais ça me paraît toujours, pour ma part, quelque chose de plutôt positif. Donc, dans cet environnement-là, moi, je stipule plutôt, donc, j'ai pu mettre à break-even mes positions, je me pose donc la question, là, à l'heure actuelle, en lieu et place du repli actuel, est-ce que je vais reprendre un peu de risque avec une petite position, hein, je vous rappelle l'environnement dans lequel je suis, que ce soit sur les briefs hebdo ou sur les UT de flux, c'est attention, on a des alertes de volatilité, c'est le flou artistique avant le prochain FOMC, donc c'est pas le moment de sortir la fleur au fusil, plus tranquille. Mais voilà, ayant mis la position précédente à break-even, est-ce que je reprends un petit 0,5, 1% de risque? C'est la question que je me pose ce matin, j'avoue ne pas avoir la réponse, mais être très très attentiste quant à la nature des signaux. Je vous fais remontrer le momentum, d'accord, qui fait un nouveau plus bas ici, alors que les creux sont ascendants. Donc je pense qu'ici on a une belle divergence cachée, j'ai le soutien du canal de tendance, je pense que je vais acheter dans cette zone-là. J'attends un petit signal. Voilà, c'est-à-dire ici, dès que ça repart à l'achat sur le momentum, avec une bougie impulsive à l'achat ou un truc comme ça, dès que j'ai un triangle sur un truc comme ça, je pense que je paierai. Voilà un peu ce type de schéma, donc pour ma part, en surveillance très claire hein, sur ces UT-là, ça me paraît vraiment pas mal d'éventuellement envisager le redémarrage d'un flux acheteur. Enfin, le redémarrage dans le flux. Évidemment, donc, par contre, trade à break-even ici et stop loss de la position que je pourrais éventuellement prendre ici, je n'ai pas encore décidé, évidemment au même endroit. C'est-à-dire que si là, par contre, ça rejette, bah, je stoppe et j'arrête les stratégies de flux, ayant dans ce cas-là peut-être une influence un peu volatile. Hein. Si on casse la résistance puis qu'on va péter le support derrière, concrètement, ça veut dire, ok, je ne sais pas où on va, mais je ne veux plus savoir, je préfère dans ce cas-là être plutôt hors marché le temps que ça se restabilise. Voilà mon avis sur le S&P 500. Ce matin, je fais un truc un peu différent, je vous amène sur le DAX, parce qu'il y a un truc qui m'interpelle. Alors là, je vous mets le DAX cash, comme ça vous pouvez voir les gaps, parce que c'est cette structure que j'aime pas, donc c'est une structure relativement rare, ça s'appelle le bébé, pardon, pas le bébé abandonné, l'Iceland Reversal, c'est-à-dire vous avez un gap haussier. En plus, ici, on gap pour venir chercher les anciens sommets historiques du DAX. On installe un nouveau sommet historique, je vous l'ai mis d'ailleurs sur Twitter la semaine dernière, mais le problème, c'est que là, boum, on se remange un gap baissier, et en fait, les deux gaps, s'ils sont comme ça, donc le gap haussier, 3, 4, 5 séances, puis un gap baissier qui revient sous la résistance, moi, la navré, mais le DAX, tant qu'il reste dans cette structure-là, c'est-à-dire tant qu'il ne revient pas côté les 16002, je suis bear avec des stops là-haut. Je préfère shorter le DAX, là maintenant, que de l'acheter. Voilà. Quand je dis short, ça ne veut pas dire je pense que le DAX va passer bear, d'accord? Le DAX, il est en grosse tendance haussière, il vise ses ATH. C'est juste là, je pense que le DAX, il sature total et que malheureusement, je pense qu'il va peut-être devoir ranger un petit peu. Donc, c'est plus de dire, ayant ce sentiment-là que ça pue la merde un peu partout, c'est pas propre sur le S&P, sans vous parler encore une fois de la composition. C'est-à-dire, en soi, ici, le problème pour moi, c'est la composition des indices. Dans le DAX, il y a des gros mastodontes du DAX qui sont pour moi complètement en fin de tendance. Là, ils sont au bout du bout, ils sont en train de se faire take profit. Mais il y a toute une partie du DAX qui a encore vachement la place de monter. Donc je ne suis pas bear sur le DAX, je pense juste que là il va y avoir des prises de profit, donc éventuellement des replis vers les supports, et surtout bah là, l'Iceland Reversal, j'aime pas ça. Voilà. Donc tant que l'Iceland Reversal est là, je vais être plutôt bear sur le DAX, tout en, je vous le dis, me posant la question de savoir si j'achète le S&P. Et c'est... Si je vous apporte toute cette ambiguïté ce matin, c'est pas pour justement vous dire ah là là, ça y est, il retombe dans des trucs subjectifs. Non, non, c'est technique. C'est juste de dire, voilà, pour ma part, le DAX, il a terminé ses flux acheteurs. Les séquences de flux sont propres ici sur les UT inférieures. Le flux haussier, pour moi, sur le DAX, il est terminé. Ça ne veut pas dire bear, ça veut dire, je pense qu'on va avoir deux flux correctifs, probablement assez flat sur le DAX, peut-être pour revenir chercher, et voilà, et que l'été va probablement être pas très productif de valeur pour le DAX. La question, c'est dans ce cas-là, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu vas le DAX, tu peux pas t'imaginer que le S&P va bourrer, etc. Ben, j'en sais rien, c'est plus de dire, pour moi, c'est des problèmes inhérents à la composition de ces indices.
Le DAX, j'ai l'impression qu'il y aura plus de take profit, mais qu'il y a d'autres actifs qui vont monter. Donc l'un dans l'autre, ça ne va pas nécessairement chuter ni se renverser, mais peut-être rester sur place. Sur le S&P 500, j'ai toujours le même problème de pondération en fait, si vous enlevez les 5 premières boîtes du S&P, en soi, la performance relative du S&P 495, c'est pas sexy du tout, quoi, cette année. Donc, et puis, si vous regardez ce qui se passe, en soi, il y a 5 valeurs qui ont fait toute la perf, et les 495 autres, elles tirent la gueule. Enfin, il y en a beaucoup qui tirent la gueule et qui ont beaucoup de place pour rebondir dans le S&P 500. Donc là, pareil, j'ai plus envie de dire... Je verrai plus maintenant de la performance dans les acteurs un petit peu plus spéculatifs. Aller chercher de la value, par exemple, sur les indices, plus que justement aller chercher les gros leaders, là, ceux qui bourrent depuis un bon moment, les Apple, etc., du S&P 500. Donc, c'est un peu mon sentiment du moment, c'est de dire, je ne sais pas trop comment caractériser ça de manière très claire sans aller dans du subjectif, mais j'ai l'impression que c'est des problèmes de pondération qu'il y a dans les indices. Ce qui fait que temporairement, oui, j'ai des résonances un peu plus conflictuelles, on va dire, entre ma perception des risques sur les indices européens, américains et même chinois, qui m'invitent à penser que ceux qui vont jouer la corrélation genre everything go up ou everything go down pourraient avoir des problèmes. Voilà. Voilà la raison pour laquelle, pour ma part, sur les tradings de flux indiciels, je vais essayer d'avoir une position relativement neutre, c'est-à-dire je risque d'acheter certains indices et d'en vendre d'autres et de piloter ça un peu vraiment à court terme. Donc, le message que je vous envoie ici, qui ne me concerne que moi, mais je voulais vous les partager quand même, c'est de dire, voilà, quand j'ai beaucoup de contradictions techniques, que j'arrive pas nécessairement avec les structures de flux à apporter de la clarté, au lieu de forcer, je vous partage mon incertitude personnelle pour dire, bon, si je trade doucement, petite taille de position, et j'essaie d'avoir une exposition, on va dire, globale, indicielle, relativement neutre. J'essaie d'acheter autant que je vends, etc. Et on va voir ce que ça va donner, mais je ne m'attends pas à tirer beaucoup de performances de ce type de trading dans les prochaines semaines et mois. J'espère plus, en fait, être positionné correctement sur mes gestions de risque au cas où un mouvement directionnel se déclenche. C'est-à-dire, si ça devait partir vraiment fort à l'achat ou fort à la vente, sur lequel je serais bien positionné pour gagner plus. Voilà. Je pense que si on devait vraiment se manger un vrai revers bear, là, c'est probablement plus le DAX qui va morfler. Le S&P ayant déjà accusé une très large partie. Et dans ce cas-là, ce sera les grosses boîtes du S&P qui pourraient morfler. Bref, j'ai l'impression que c'est plus ici de la gestion de portefeuille que du trading de flux qu'il faut faire cet été. Donc, je vous invite à prendre avec des pincettes tout ce que je vous dis là et avec un peu de recul et surtout de dire, voilà, tout trading de flux que vous pourriez faire sur des indices, je vous recommande sérieusement, enfin pas recommander, mais je vous invite à réfléchir à ce que je vous dis là, de dire si les traders professionnels ont un peu du mal à naviguer dans la soupe, peut-être que ce serait pas mal de réduire vos tailles de position, vous aussi. Voilà le message. Pour les cryptocurrencies, puisque c'est ce qui vous intéresse quand même le plus, pour moi, il y a des trucs très très intéressants qui se passent. Alors, je vous rappelle qu'ici, donc, on a renversé le contexte en 4 heures sur le Bitcoin. Mais que effectivement ici la question se pose et du coup alors qu'est-ce qu'on fait, on n'a pas baissé assez pour faire une troisième borne en retard, bref c'est pas clair tout ce bordel. Donc dans ce cas-là, le plus simple à faire, c'est toujours de tracer vos canaux à la main, hein, d'accord, c'est-à-dire de revérifier le traçage. Ici vous voyez bien que le canal tracé, hein, donc de sommet à sommet, reporté au niveau du creux précédent, vous voyez qu'on est sur le bas de canal. Donc en soi ici la question c'est de dire ok, il va y avoir une troisième borne, mais il y a deux options. Soit on revient ici et ensuite on sort du canal, ok, soit justement, ça va venir ici et puis ça va repartir. Et dans ce cas-là, pour ma part, si on fait de nouveau plus haut, puisque je vous rappelle, l'objectif pour invalider une troisième borne, c'est de faire de nouveau plus haut. Donc moi, je vois bien une grosse zone spéculative par là, je pense qu'on va aller la chercher. La question, c'est donc justement, une fois qu'on va ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça rejette et on sort dans ce cas-là du canal? Et pour ma part, dans ce cas-là, le prochain trade sera d'attendre gentiment la borne de volatilité pour trader mon troisième flux. Et puis voilà, ok. Ou option, comme je vous dis, on passe à travers tout ce bordel, c'est-à-dire on squeeze la troisième borne, on fait un nouveau plus haut, on s'installe et dans ce cas-là, on est en relance du deuxième flux, hein, c'est-à-dire on va s'offrir un nouveau plus haut et on finira par installer une troisième borne, sortir du canal, etc. Avant donc, comme je vous dis, d'attendre de toute façon à terme, là aussi, cette même borne de volatilité pour racheter le troisième flux. Ok, c'est toujours la même règle, hein, je n'invente vraiment rien.
hop, je vais vous les chercher. Hein, c'est vraiment de dire, bon, là, on est dans la séquence ici, donc je vous dis, c'est toujours des séquences de 3 flux qui se répètent comme ça autant de fois, et juste, elles doivent être corrigées par 2 flux intermédiaires quand vous avez fait 3 flux acheteurs. Donc aujourd'hui, on est à ce stade-là, d'accord, c'est-à-dire le premier flux a été fait, d'accord, le deuxième flux, on est en cours, d'accord, et donc à ce stade-là, pardon, la seule chose qui m'intéresse, le deuxième flux est parti. Voilà. On a bien tous les éléments. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on va constituer la troisième borne. Si c'est le cas, bah, ça veut dire take profit et je rachèterai la bande de Bollinger. Si la troisième borne se fait squeezer, c'est-à-dire par exemple ici, hop, et on revient plus haut, et ben j'attendrai que la troisième borne soit formée derrière. Ok ? C'est vraiment sous cette forme-là que je suis en train de me positionner actuellement. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer ici. Je sais que la zone est très très piégeuse, justement. Et même s'il n'y a pas de corrélation très claire avec les indices, ça m'invite là encore à être très prudent quant à la volatilité. C'est-à-dire, vous le savez, moi je me suis positionné acheteur ici dans le suivi des flux, ayant raté le point bas ici, hein, je me suis positionné en retard sur le Bitcoin avec du risque, en disant bon ok, on va voir ce que ça en est. Bon ben moi ça va être très clair. Maintenant si on va chercher cette zone des troisièmes bornes, ça va être en fonction de la nature des signaux techniques, soit je vais take profit, tout ou rien, hein, ça dépendra du signal, soit justement, ça va passer à travers, on va squeezer. Je sais que j'aurai une gestion du risque à faire ici, probablement des TP partiels, et je vous dis, ça dépendra de la nature des signaux qui sont proposés. Bon, je vous le donne en mille, si on le fait avec ce type de marché, moi ayant payé là, si on va là, ici, je vais probablement payer mon stop loss, c'est-à-dire je vais déplacer mon stop là, et puis je vais payer ça, ce qui veut dire que je vais probablement devoir avoir à TP 30% de la position à peu près. C'est ce qui me semblerait être le meilleur compromis pour faire en fait un peu ce que je fais sur les autres marchés, c'est-à-dire tout comme je cherche peut-être à renforcer le S&P tout en étant vendeur de DAX, c'est-à-dire ayant une forme d'exposition un peu neutre, c'est un peu la vie que j'essaie d'avoir ici, c'est de dire, moi là autant que faire se peut, j'essaie d'avoir des stops payés, pour être hors risque. Comme ça, si jamais je ne suis pas dans le bon train, je me fais stopper, je n'ai pas de regrets. Et je ne peux pas être dans que des mauvais trains, puisque j'ai pris des trains haussiers et des trains baissiers. Il y a forcément un train dans lequel je vais être bien, et je vais laisser filer ce train-là si les autres se font stopper. Voilà un peu la vie dans laquelle je suis. Alors je sais que c'est complexe, et que cette semaine, je vous partage plus, on va dire, des sentiments de trader, je vous fais rentrer vraiment dans la nuance de gris, mais j'essaie de vous expliquer quels sont les éléments graphiques qui m'amènent à ces conclusions de « putain, c'est le bordel », donc c'est tout sauf le moment d'aller sortir avec des tailles de position et des convictions fortes. C'est plus le moment ici de vous faire comprendre que moi, là, au contraire, je suis en train de réduire mes risques, d'essayer d'équilibrer et de balancer mes risques pour être le moins directionnel possible, tout en étant exposé dans les deux sens, au cas où il y a un directionnel. Voilà. Si vous arrivez à comprendre cette ambiguïté, c'est que je vous ai très bien formé à la gestion du risque. Si vous nagez un peu et vous dites, voilà, qu'est-ce qu'il raconte le bolos, moi je veux acheter, je veux vendre, bon, c'est qu'il y a peut-être encore du travail pour justement comprendre ces nuances de gris dans le marché. Parce qu'actuellement, franchement, d'un point de vue perso, c'est très gris. Voilà. Gris dans le sens, pas pessimiste, gris dans le sens, c'est ni boule ni bear. Donc je suis désolé, il n'y a pas la tempête que je vois les bears balancer tous les matins, tout va exploser, etc. Mais c'est pas le ciel bleu non plus du bull market. Donc on fait attention, il y a des nuages, clairement, et il faut naviguer dans ce bordel. C'est pas facile. Et le message que je vous envoie encore cette semaine, c'est que si les professionnels n'ont pas un avis très tranché et ont du mal à naviguer dans la soupe, c'est peut-être que vous qui apprenez encore ce métier. Après, attention, on apprend toujours, hein, moi encore j'apprends toujours. C'est juste de dire, voilà, prenez peut-être un peu de recul aussi et essayez de prendre le message que je vous transmets ici, c'est franchement allez-y mollo. Voilà. Ok. Je vois au contraire sur les réseaux les débutants habituels radicaliser leur taille de position, se regrouper, toujours cette espèce de former des clans pour se sentir plus fort à plusieurs. Je vous rappelle, dans le trading, vous êtes seul contre le marché, hein, d'accord, enfin, seul contre vous-même, en fait, la plupart du temps, puisque le marché, lui, il vous veut ni du bien ni du mal, et il va faire ce qu'il veut de toute façon. Donc attention, vous tradez contre vous-même. Donc, danger, j'ai envie de dire ici, à tous ces biais psycho typiques du trader débutant. Comme je ne sais pas, je vais me regrouper ou je vais me rallier à des gens qui ont l'air de savoir. Non, c'est très dangereux, en fait, parce qu'en ce moment, les gens qui vous font croire qu'ils savent sont vraiment les plus dangereux que vous pourriez côtoyer. Je vous dis, honnêtement, c'est quand même mon métier depuis un moment. Je parle avec d'autres gérants, etc. On ne sait pas. Donc en ce moment, les gogoles qui vous font penser qu'ils savent, ce sont des gogoles. Voilà ce que j'avais à dire.
Ok, donc un petit peu de repli sur ces mouvements de foule, sur ces biais psychologiques, un peu de recul sur ces situations, un peu d'humilité aussi. Il faut parfois avouer quand on ne sait pas. Et je vous souhaite sur ce, à toutes et à tous, une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Et encore une fois, essayez pas de forcer le marché, s'il vous plaît. Traitez ce que vous voyez. Et quand vous voyez que c'est pas tout à fait clair, ça ne vous empêche pas de prendre des trades quand même. Mais réduisez les tailles de position. Voilà le message envoyé. Et évitez les regroupements de cultes et conneries du genre. Voilà, Dieu sait qu'en ce moment, l'incertitude favorise la sensibilité des gens. À justement chercher à se regrouper, chercher des leaders, des gens qui ont l'air de savoir. Quand on ne sait pas et qu'on voit quelqu'un qui prétend savoir, ça peut paraître rassurant, mais encore une fois, le biais cognitif à la base de ce problème, c'est votre biais d'incertitude, que vous essayez de combler comme ça en vous ralliant à un mec qui paraît savoir. Non, ce mec, il ne sait pas, la plupart du temps, il raconte de la merde en plus, donc faites gaffe. Voilà, c'est plus dangereux en soi, ici, d'essayer de patcher votre biais d'incertitude avec des faux pansements. Voilà, c'était le petit message du jour. Bonne journée, ciao ciao.